Vigne Audio présente Le Serment calabrais par Adrien Vigne, lu par Pierre-François Orsini. Chapitre 3. Nous jouions avec Gianni et Tito, aux carabiniers et aux voleurs dans le jardin de mon oncle, nous servant de bâtons en guise d'armes sous le regard amusé de celui-ci, installé dans son rocking chair en osier, sur sa terrasse qui dominait le jardin en pente. La vue donnait sur la mer. Tito glissa ce qui me permit de le rattraper et de le mettre en joue. Gianni, depuis la terrasse, me cria « Vas-y, Giorgio, tue-le! C'est un méchant carabinier !» Tito, un genou écorché, étalé sur la terre desséchée de juillet, pleurnichait. Il en avait assez d'être systématiquement désigné comme carabinier, parce que le plus jeune. Je décidai de le gracier. Ce qui ne convint pas à Gianni, qui m'insulta jusqu'à ce que son père le saisisse par l'oreille, l'oblige à me faire des excuses malgré mes dénégations, car j'avais depuis longtemps pris l'habitude des coups de gueule de mon cousin. Pour finir, mon oncle envoya Gianni dans sa chambre, avec interdiction d'en sortir avant le dîner. Et quand mon oncle ordonnait, aucun de nous ne se serait permis de désobéir. Puis, il m'appela et me donna une leçon sur le respect. Je ne devais jamais laisser personne me manquer de respect, tout comme je devais savoir respecter mes aînés, les hommes uniquement, bien entendu. À titre d'exemple, il me chargea d'aller à la quincaillerie du quartier réclamer l'enveloppe du mois qui lui était due, ainsi que celle du mois passé que le commerçant avait oublié de déposer. Je devais me montrer ferme et me faire respecter du haut de mes 13 ans. Vaste programme. Je filai immédiatement dans la rue, innocent et fier de lui rendre ce service. Ce n'est qu'une fois face à la matrone, qui tenait la caisse de la quincaillerie, que je ne réalisai la difficulté de ma mission. D'abord, je commençai par faire la queue comme tout le monde, m'étant fait rabrouer pour avoir coupé la file. La commande de chaque client prenait un temps fou, et plus celui-ci passait, plus je devenais nerveux et bouillais d'impatience. Ce sentiment de rage contre les autres parce que vous n'assumez pas votre propre échec, vous connaissez ? Soudain, n'y tenant plus, je renversai une pile de pots de peinture exposée au centre du magasin. L'attention se tourna enfin vers moi. La matrone sortit de derrière sa caisse et s'approcha furieusement. Avant qu'elle n'ait dit un mot, je la fixai froidement et lui demandai à haute voix devant tous les clients l'enveloppe de Don Ricci. Cela stoppa net sa course. Elle me regarda différemment et baissa les yeux, murmurant, soumise, de l'attendre un instant. Lorsqu'elle revint avec une enveloppe qu'elle me tendit, elle avait repris de l'assurance et me fixant, déclara à son tour à haute voix pour que tous l'entendent. « Et maintenant, petit, retourne chez toi et laisse-nous tranquilles. » Sans bouger d'un pouce, j'ouvris l'enveloppe, comptai les billets et relevai les yeux. « Il manque le mois dernier. J'espère pour vous qu'il s'agit d'un simple oubli. » Le duel des regards reprit. Comme je ne bougeais pas malgré la transpiration qui coulait sous ma chemise comme une cascade de ma montagne natale, elle soupira, disparut et revint me donner sans mot dire une seconde enveloppe que je n'ouvris pas immédiatement. Je sortis sans courir, malgré mon envie de détaler à toute vitesse, et vérifiai le contenu de la seconde enveloppe à l'ombre d'un platane. Le compte était bon, je n'avais pas besoin de retourner affronter le dragon. Sans le réaliser alors, je venais d'effectuer ma première tournée pour récupérer le pizzo que mon oncle extorquait aux commerçants. C'était une première, et vu ma réussite, cela occupa une partie de mes vacances. À la fin de l'été, j'avais pris de l'assurance et encaissé facilement pour mon oncle sa taxe autodéclarée sur les commerçants de Gioia Tauro. Intelligent, celui-ci ne m'envoya jamais réclamer le pizzo à des commerçants que fréquentait sa sœur. Je me demandais, sans oser lui poser la question, si c'était Gianni qui le leur réclamait. Quelques jours avant la rentrée scolaire,
Je dînais avec la mama lorsqu'elle m'apprit qu'elle m'avait inscrit dans une institution catholique à Gênes. Elle avait réservé les billets de train et nous devions nous y rendre dès le lendemain. La surprise fut totale. Je refusais de partir. Comme elle ne céda pas, dans un mouvement de colère, je balançai par terre l'assiette et les couverts devant moi. « Ne recommence jamais ça !» me dit-elle d'un ton froid que je ne lui connaissais pas. « Je te déteste. Je veux aller vivre chez Zio Cesare. Ton oncle n'est pas ce que tu crois. Tu es jeune et tu ne te... Zio Cesare, lui au moins, il est gentil !» Avec un soupir, ma mère se leva et s'accroupit devant moi, me prenant les mains. « Écoute-moi, Giorgio. Ne nous fâchons pas. Cesare, c'est mon frère, pas ton père. Ettore, lui, il est là-haut, quelque part, et il nous regarde. Il n'aime pas que nous nous disputions. Il veut que son fils soit heureux. Quand tu grandiras, tu comprendras que le bonheur, c'est d'être libre, de choisir qui tu es et de faire honnêtement ton chemin. Zio Cesare, il a vengé papa. Papa, il doit être content là-haut. » Laura se redressa de toute sa hauteur. J'étais encore assis. « Non, ton père a toujours détesté la violence. La violence, c'est le mal, la force des faibles et des corrompus, capito? Ma, il n'y a pas de ma. Dans la vie, c'est la vérité qui doit éclairer ton chemin. La violence, le mensonge, c'est la lente descente vers les flammes de l'enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Alors oublie ton oncle et fais comme je te le demande. » Cet argument eut raison de mes velléités de révolte, mais pour la soirée uniquement. Le lendemain, sur le quai de la gare, je me traînais et protestais, révolté par un sentiment d'injustice. Excédé et à bout d'arguments, ma mère me gifla pour la première fois, m'obligeant à monter dans le train. Installé sur la banquette du compartiment, enfermé dans mon mutisme, arme ultime, je regardais boudeur défiler le paysage. Le voyage est long de Gioia à Genova. Les changements à Salerne et Naples me changèrent un peu les idées, mais je refusais toujours d'engager la conversation, malgré les tentatives de la mame. La nuit tomba, je fis semblant de dormir, puis m'endormis pour de bon. Ce fut la mama qui me réveilla le lendemain matin. Le train était arrivé en gare de Genova. Un taxi nous conduisit à l'institution, un grand bâtiment austère sur une petite place ombragée de platanes centenaires. La mama paya le taxi, récupéra nos valises, je refusai de porter la mienne. Au pied de l'immense portail en bois sculpté dans lequel se découpait une petite porte, elle tira sur la chaînette qui pendait. Un son de clochette résonna à l'intérieur. Pendant un long moment, rien ne se produisit. Je me pris à rêver que le bâtiment avait été déserté et m'apprêtais à faire demi-tour, lorsqu'un frère franciscain en tenue de moine ouvrit. « Signora ? Bonjour mon père. Voici mon fils, Giorgio Giocanti. Je l'ai inscrit dans votre institution pour l'année scolaire. Entrez, je vous prie, nous vous attendions. » La mama me tenait par la main. Dans un dernier sursaut de révolte et paniqué à l'idée de me retrouver seul dans cette prison loin de ma famille, je ruai, donnai des coups de pied qui envoyèrent valdinguer ma valise. La prise de la mama était ferme. Elle me tira à elle d'un coup sec. « Regarde-moi, Giorgio. Je te l'ai dit, c'est pour ton bien. Ici, c'est une école qui te donnera une bonne éducation. C'est ce que ton père aurait voulu pour toi. » Je me débattais encore et encore. « Je veux rentrer chez moi. J'aime pas ici, je veux rester au pays. » Le moine intervint. « Mon enfant, tu vas apprendre à aimer cet endroit. »« Je m'en fous des curés, je veux rentrer. »« Giorgio, je t'en prie, jamais. Tu m'entends? Jamais je ne resterai dans cet endroit. Tu m'abandonnes, tu ne veux plus de moi. » Comme je vis des larmes perler à ses paupières, sentant que je touchais une corde sensible, je poursuivis brutalement encore. « Papa n'aurait jamais voulu que nous nous séparions. » Voyant que ma mère se décomposait, le moine agrippa mon bras avec une vigueur qui me surprit et me tira à l'intérieur. « Allons, allons, ça suffit maintenant. Ici, tu apprendras le savoir, mais aussi le respect et la discipline. Ta mère ne fait pas cela de gaieté de cœur. Elle le fait pour ton bien. » Je vis que la mama hochait la tête, cachant ses larmes. J'eus soudain honte et cessai de me débattre. La petite porte du grand portail se referma sur ma mère avec un bruit qui résonna sous le porche. Seul avec le moine,
Je me retournai et découvris le cloître fleuri qu'il me laissa observer un instant. Prends ta valise et suis-moi. Nous allons t'installer avant de te faire découvrir le monastère. Il partit devant moi, marchant d'un pas tranquille dans sa robe de bure. Mon séjour dans l'institution ne dura pas. 3 jours plus tard, la petite porte du grand portail se rouvrit, mais cette fois-ci, pour me laisser sortir. Mon oncle était venu me chercher, et tandis que je traversais la place, me dirigeant valise à la main vers son taxi, je fis un bras d'honneur au moine qui se tenait sur le seuil de la porte, en grande conversation avec mon oncle qui lui tendait une liasse de billets. Ce geste inconsidéré me valut une claque dès que mon oncle me rejoignit. « Du respect, Giorgio. Ce sont des hommes d'église. » Lorsque nous arrivâmes à Gioia Tauro, je dormis cette nuit-là chez mon oncle qui fit venir sa sœur le lendemain. « Laura, tu dois me laisser élever ce garçon, il a besoin de la poigne d'un homme pour son éducation. » La mamma résista. « Je sais ce qui est bon pour mon fils et ce qu'Ettore aurait fait. Tu ne peux pas vivre éternellement dans le souvenir de ton mari. Je ferai ce qui me semble bien pour Giorgio. Je ne veux plus que ni lui, ni toi ne quittiez le pays, compris? Tu n'as rien à m'interdire, Cesare. Giorgio est mon fils, et je l'élèverai comme je l'entends. » Comme la mamma avait haussé le ton, j'entendis alors pour la première fois mon oncle se faire menaçant. Il mesurait 1,80 m et la mamma un peu plus d'1,60 m. Il la dominait et la fixa sévèrement. « Tu vas me laisser faire et suivre mes ordres. Si je te dis qu'il faut faire comme ça, alors tu fais comme je dis. Tu ne discutes plus jamais mes ordres. »« Cesare, je t'en supplie, tu as tes fils. Cela ne te suffit-il donc pas ?» Le ton de la mamma avait changé. Je compris qu'il s'était dit quelque chose qui avait brisé sa résistance. Mon oncle poursuivit. « Maintenant, tu emmènes Giorgio chez toi et tu me le fais propre. Et toi, mon garçon, je veux te voir ici à 9 h demain matin. Bye !» Il nous tourna le dos pour retourner s'asseoir dans son fauteuil à bascule sur la terrasse. Nous quittâmes sa maison sans un mot de plus et sans en échanger un seul entre nous, de toute la soirée. J'étais heureux d'être de retour chez moi. L'air marin de Calabre sentait meilleur que les effluves humides de Genova. La victoire de mon oncle sur le destin que la mamma avait tenté de me forger me soulageait. Néanmoins, sa reddition soudaine face à son frère me surprenait et m'inquiéta un peu. Chapitre 4. 4 années s'écoulèrent sans qu'il ne se passât rien de notable de mon point de vue. Je redoublai pour la 3e fois une classe. Je rendais à mon oncle les services dont il me chargeait, et la mamma, habillée de noir, allait maintenant prier à l'église tous les matins. L'anniversaire de mes 17 ans fut l'occasion d'une ultime tentative de la mamma de me faire prendre conscience du mauvais chemin que je suivais. J'avais depuis longtemps envie d'une Vespa, pour me mesurer à mes copains du lycée. La mamma me surprit en m'offrant une neuve qui lui coûta une petite fortune. Cette Vespa, nous l'avions vue dans la devanture du concessionnaire à Reggio, alors que nous y faisions des courses. Je m'étais arrêté pour en rêver devant la vitrine du marchand. Il n'y en avait pas une comme celle-là à Gioia Tauro. Mes camarades allaient me l'envier, sauf que la mamma mit une condition avant de me la donner. Ma moyenne trimestrielle était tombée à 2 sur 10. Je ne pourrais enfourcher cette merveille qu'à la condition d'obtenir, le prochain trimestre, une note au-dessus de la moyenne. Jusque-là, la Vespa resterait garée dans la cour de l'immeuble comme rappel de l'engagement qu'elle me demandait de prendre. À moi de choisir. Passer de 2 à 6 impliquait forcément d'abandonner les tâches que me confiait mon oncle pour me concentrer sur mes études. Un véritable dilemme que ce dernier trancha pour moi une fois encore, sans que lui-même en ait conscience. Un après-midi, Cesare m'attendait à la sortie du lycée, ce qui n'était encore jamais arrivé. Il m'entraîna dans les ruelles tout en m'expliquant que j'allais apprendre un nouveau métier et lui rendre service, ce que je souhaitais de tout mon cœur, n'est-ce pas? Ayant depuis longtemps compris qu'avec lui, les questions n'attendaient pas de réponse, mais une soumission totale, je le suivais sans rien dire, en hochant simplement la tête, curieux de connaître la nature de ce nouvel emploi. Arrivé à l'angle des Via Magna Grecia et Enrico Fermi, mon oncle me demanda de mettre de l'ordre dans ma tenue et de bien me tenir dans les minutes qui allaient suivre. Nous gravîmes les 3 marches qui menaient au magasin devant lequel nous nous étions arrêtés, la boucherie Don Gino e Fratelli.
Une fois passé le rideau de bande plastique suspendu qui protégeait l'échoppe des mouches, je découvris la boucherie et le boucher. Don Gino était un homme fort, trapu, avec un cou de taureau et la mine rouge de ceux qui mangent de la viande tous les jours. La boucherie était propre, carrelée du sol au plafond avec ici et là des carreaux de faïence avec un veau, une vache, un mouton, un porc qui nous regardaient en souriant. Derrière le comptoir, pas de viande, uniquement de la volaille, des saucisses et des jambons. Au plafond, tournaient lentement les grandes pales d'un ventilateur. Je devais apprendre plus tard que la viande n'était sortie de la chambre froide que pour être découpée à la demande d'un client, pour la protéger de la chaleur. Salve Don Gino, que la Sainte Trinité te protège. Salve Don Ricci, bienvenue à toi. Que puis-je pour toi? Mon oncle posa sa main sur mon épaule. Ce garçon est courageux, fiable et travailleur. Il vient d'avoir 17 ans. Don Gino s'approcha et me dévisagea avec suspicion. C'était gênant car j'étais déjà plus grand que lui de quelques centimètres, mais je réussis à masquer mes pensées en baissant les yeux au sol, en signe de soumission, comme j'avais appris à le faire devant des hommes plus importants que moi. « Peut-on lui faire confiance? Il s'est déjà acquitté de nombreuses courses pour moi, » répondit mon oncle. « Regarde-moi, mon garçon. » Je relevai les yeux un court instant, fixant Don Gino d'un regard neutre, puis les baissai à nouveau. Il m'empoigna une main, tendit mon bras et tâta mes biceps, comme il l'aurait fait pour n'importe quel morceau de viande. Il est solide et respectueux. J'aime ça chez un garçon. Il est respectueux et sage, reprit mon oncle. Oui, il me manque un commis. Nous sommes là pour vous rendre service, Don Gino. Don Gino me dévisageait comme s'il s'attendait à je ne sais quelle révélation sur ma personne. Mon oncle, debout à ses côtés, ne montrait aucun signe d'impatience. Intérieurement, je m'interrogeais sur la pertinence de cet emploi, lorsque le boucher se décida enfin. « Tu commences maintenant. Les autres jours, tu viendras directement après la classe. S'entraîner. Capito? »« Si, Don Gino. »« Va te changer. Les commis sont derrière et te donneront un tablier. » Sans un mot, je passai derrière le comptoir à la recherche des commis et de mon tablier. J'entendis mon oncle saluer Don Gino alors que je m'éloignais. « À la bonne heure. Nous saurons vous remercier, Don Gino. » C'est ainsi que débuta mon métier de boucher qui ne devait pas durer très longtemps. J'appris le nom des morceaux de viande, à les découper et parfois même à les servir au comptoir, un privilège que se réservait Don Gino et, en son absence, Luca, l'aîné des 2 commis avec lesquels je travaillais. La température de la chambre froide et son ambiance étrange avec les quartiers de viande suspendus à des crochets, eux-mêmes pris dans des rails solidement ancrés au plafond, n'étaient pas l'endroit le plus agréable au monde. C'est bien la seule fois où je repensais brièvement au cloître fleuri du monastère de Genova. Luca, sans être réellement mauvais, aimait jouer les fiers à bras parce qu'il avait la confiance de Don Gino. Auro, le second commis, du haut de ses 20 ans, me traitait comme son petit frère. Don Gino fermait la boucherie à 12h30 pour la rouvrir de 16 à 22 heures. Non pas qu'à cette heure tardive les clients se pressassent, mais il préférait sans doute son fauteuil en plastique qu'il installait sur le trottoir, la brise parfumée du soir et ses longues discussions avec les voisins et passants, plutôt que de rentrer chez lui. Ce n'était pas un mauvais bougre, il m'apprenait le métier et comme je l'écoutais et suivais rigoureusement ses conseils, il me traitait bien. À moins que ce soit à cause de mon oncle. Peu m'importait, du moment que les jours s'écoulent simplement. J'avais fait une croix sur ma Vespa, qui disparut de la cour quelques semaines plus tard, sans que je montre le moindre signe de frustration à la mame. Celle-ci, de plus en plus affligée et mélancolique, ne commenta pas non plus ma soudaine vocation de boucher qu'elle savait imposer par son frère, Cesare. Au fil des jours, je remarquai que Don Gino stockait dans sa cave, sous la boucherie, bien plus que de la viande. Son magasin servait de point de distribution pour une multitude de petits trafics, notamment de cigarettes et d'alcool. Un soir, je le surpris en pleine discussion avec un homme que j'avais déjà vu à plusieurs reprises comme client. Tous deux s'énervaient contre une autre famille qui leur faisait concurrence. Le lendemain, alors que Luca et moi désossions une carcasse et qu'Auro s'amusait à nous bousculer comme des quilles en nous balançant des quartiers de viande accrochés au rail, Don Gino entra dans la chambre froide avec son air des mauvais jours, ce qui mit immédiatement un terme à nos rires. « Ce soir, vous 3, vous resterez après la fermeture, nous avons une course à faire. Capito ?» Devant nos hochements de tête en signe d'approbation, il fit demi-tour et referma la porte.
Luca et Auro ne riaient plus. « Qu'est-ce que c'est cette course ?» demandai-je un peu naïvement. Auro me regarda gravement. « Ce sera ton baptême du feu. »« Je ne comprends pas. Don Gino se sert de nous lorsqu'il a besoin de main-d'œuvre pour un coup de force contre un concurrent, » m'expliqua Luca. « Il faut se battre ? Pas si ça se passe bien. Tu verras. » Le travail reprit, puis les minutes passant, l'ambiance redevint plus détendue jusqu'au soir. Après la fermeture de la boucherie, Don Gino nous emmena dans son automobile, dans les terres près de Spina, à quelques 10 kilomètres de Gioia Tauro. Il quittait la strada provinciale pour suivre une voie secondaire et ralentit en passant devant des entrepôts dans une rue sans éclairage. Seule une lampe solitaire suspendue au mur d'un hangar projetait un rayon de lumière jaune dans une cour autrement plongée dans l'obscurité. Un panneau portant le nom de Napoleone & Co surplombait le grillage donnant sur la rue, à côté d'une guérite. Don Gino roula lentement, nous demandant de bien repérer l'endroit. Un chien se rua sur le grillage en aboyant. Don Gino poursuivit sa route. Une centaine de mètres plus loin, il gara sa voiture au pied d'un Christ en croix. Le chien n'aboyait plus. Avant de descendre de voiture, Don Gino nous tendit un sac et s'adressa à nous à voix basse. « Balancez ce morceau de viande au chien, pas trop près de la guérite pour ne pas attirer l'attention du veilleur. Une fois le chien hors d'état de nuire, maîtrisez solidement le gardien et introduisez-vous dans le premier entrepôt. À l'intérieur, vous détruirez tout le stock que vous trouverez. Rien ne doit rester, capito ?» Nous hochâmes la tête en silence en signe de compréhension. « Je vous retrouverai ici au lever du soleil. » La voiture de Don Gino s'éloigna, nous laissant seuls sous un ciel noir sans lune, éclairé de 1000 étoiles. Le silence de la campagne était total. Nous nous regardâmes. Auro était tendu, mais Luca avait visiblement de l'expérience, car il restait d'un calme olympien. Pour me donner du courage, sans doute, il me posa une main sur l'épaule. Je hochai la tête autant pour le remercier de son geste que pour lui faire comprendre que tout allait bien. Il me confia son gourdin et partit en éclaireur nourrir le chien. Tapi derrière le socle du Christ en croix, nous le vîmes quelques instants plus tard nous faire de grands signes. Le plus silencieusement possible, nous nous approchâmes de la guérite. Une forte odeur de tabac brun en émanait ainsi que de la musique nasillarde sortie d'un transistor. Luca avait enjambé le grillage. Je lui passai son gourdin qui l'abattit sur la tête du gardien qui s'effondra. Une fois à l'intérieur de l'entrepôt, Luca enclencha un à un les interrupteurs et nous découvrîmes un hangar où étaient stockées toutes sortes de marchandises de contrebande, et notamment des vins et spiritueux. Luca siffla d'admiration. « Visez un peu le trésor ! Quand je pense que Don Gino veut le détruire, mais pas avant de se régaler, pas vrai ?» Il ouvrit un carton étiqueté Bourbon, en tira 2 bouteilles qu'il nous tendit. « Buvez, ça vous détendra !» Auro ne se fit pas prier. Il fit sauter la capsule de sa bouteille, but goulûment au goulot, s'étrangla et recracha sa dernière gorgée. Je refusai, et comme cela sembla contrarier Luca qui suivit l'exemple d'Auro, je partis explorer seul les allées de l'entrepôt. 4 longues travées chargées de toutes sortes de marchandises, y compris des fûts de vin en chêne, certains pleins, d'autres vides. À l'autre extrémité de l'entrepôt, je découvris une porte en fer. Je tentai de l'ouvrir, elle était verrouillée. Revenant vers l'entrée, je trouvai mes 2 complices en train de déballer et goûter le contenu d'autres cartons d'alcool. « Arrêtez de boire et dépêchons-nous !»« Tu rigoles ? On a toute la nuit, on va pas se priver d'un peu de plaisir !» Auro était visiblement plus détendu. « Déconnez pas, on fait le boulot et on dégage. À ta guise, Blanc-bec. Si tu ne sais pas t'amuser, tant pis pour toi !» me rétorqua sèchement Luca. Tous 2 s'éloignèrent, ouvrant en riant d'autres cartons et poursuivant leur libation à la régalade. Je suivis une travée parallèle et jetai au sol des piles de cartons que j'explosais à grands coups de batte. J'entendais les 2 autres abrutis rire de plus en plus bêtement. Cette allée achevée, je les rejoignis pour tenter une nouvelle fois de les motiver. Mes 2 acolytes étaient assis par terre, entourés de bouteilles, certaines ayant roulé, se vidaient sur le sol cimenté de l'entrepôt. Ils étaient saouls. Je secouai Auro. « Debout, il faut m'aider !»« Pas encore. Tu sais que t'es pas drôle, toi ?» me lança Luca. Il me jeta la bouteille qu'il tenait dans la main, me rata, elle explosa en tombant. « Comme vous voudrez !» Je m'éloignai, passai mes nerfs sur une nouvelle allée. Travée par travée, je travaillais méthodiquement lorsqu'un bruit de moteur attira mon attention. Je courus jeter un œil par la porte du hangar. Je découvris 8 hommes qui sortaient de 2 voitures, certains armés de barres de fer, d'autres de fusils. L'un se dirigea vers la guérite.
Je me retournai vers les deux commis et tentai de les sortir de leur torpeur sans succès. Des voix se rapprochant, je les abandonnai et filai chercher une cachette dans une travée encore intacte. Rectiligne, elle n'offrait pas d'abri. Les hommes entrèrent, à cet instant, dans le hangar, et poussèrent des rugissements de rage. Avisant un fût vide, je m'y introduisis à reculons et refermai tant bien que mal le tonneau avec le couvercle, tandis que retentissaient les premiers hurlements de douleur de mes deux compagnons. Leurs cris déchirants, le bruit mat des barres de fer et des os qui craquent, tout cela retentit durant plusieurs minutes, jusqu'à un ultime râle dont je ne sus s'il émanait de Luca ou d'Auro. Réfugié dans le tonneau, j'étais tétanisé de peur. Le calme revenu, j'entendis des bruits de pas qui s'approchaient et s'arrêtèrent près du tonneau. « Personne de ce côté !»« Dans cette allée non plus !» répondit une autre voix plus éloignée. « On fait quoi maintenant ? Vous montez la garde. Je vais voir avec le capot ce que l'on fait des corps. Pour le gardien, c'est une tragédie. Je verrai avec le boss ce qu'il veut comme punition pour cet abruti. » Le son des voix décrut. Par l'orifice du tonneau, je vis les lumières s'éteindre. Le claquement métallique de la porte résonna, m'indiquant que les hommes étaient sortis. Je restai encore un moment avant de sortir précautionneusement du tonneau. Dans le noir, je me dirigeais vers la porte lorsque je glissai et m'étalai de tout mon long sur un corps que je reconnus être celui d'Auro. Je venais de glisser sur son sang. Effrayé que l'exclamation que j'avais poussée en tombant n'ait alerté un garde, je restai quoi 1 minute, malgré une douleur aiguë dans ma main droite. Je me relevai prudemment et retirai les éclats de verre qui s'étaient enfoncés dans ma paume. Le cœur battant, par la porte de l'entrepôt restée entr'ouverte, je vis les gardes de dos discuter autour de la guérite. J'enlevai mes chaussures et filai sans bruit sur le gravier vers l'arrière du hangar où poussaient des herbes hautes et quelques orties. Ma chemise et une jambe de mon pantalon étaient couverts du sang d'Auro. Je n'en menais pas large et n'étais pas encore tiré d'affaire. Je fis un détour pour ne pas être vu par les gardes, puis rejoignis la route pour rentrer à Gioia-Tauro. Je me cachai derrière une haie lorsque 2 nouvelles voitures se dirigèrent vers l'entrepôt. Je fis à pied les 10 kilomètres qui me séparaient de la ville dont je longeais les façades comme un fantôme, fuyant la lumière et les rares voitures qui circulaient à cette heure avancée de la nuit. Arrivé sur une place, j'ôtai ma chemise et tentai de la nettoyer sans succès dans l'eau de la fontaine. Avisant une poubelle, en désespoir de cause, je l'y jetai. Je m'aperçus que j'avais aussi quelques coupures sur le corps, bien que superficielles. Je réfléchissais à la prochaine étape. Rentrer à l'appartement ou aller chez mon oncle. Aucune des options ne me satisfaisait. Marchant dans les rues, j'avisai l'école et fis le mur pour y pénétrer. Ce fut cette nuit-là, mon premier moment de relâchement. Faire le mur du lycée pour en sortir, oui, mais pour y rentrer, c'était un comble. Épuisé, je m'allongeai et m'endormis recroquevillé sur un banc sous le platane qui trônait au centre de la cour. Je fus réveillé par une main qui se posa sur moi. Je sursautai et clignai des yeux. Il faisait jour. Un professeur m'observait et un cercle d'élèves s'était formé autour du banc, chuchotant, certains me montrant du doigt. Je me relevai d'un coup, mais un vertige me prit. « Doucement, Giorgio. On ne te veut pas de mal. Que fais-tu dans cette tenue ?» me demanda-t-il. Je réalisai que j'étais torse nu, couvert d'égratignures et que mon pantalon taché était déchiré par endroits. Je lui répondis crânement « Rien, monsieur. Je me suis battu avec mon cousin. » Hochant la tête en signe de désapprobation muette, le professeur chassa les élèves et m'entraîna à l'infirmerie. Sous son regard sévère, l'infirmière soigna mes égratignures. Alors qu'elle bandait ma main, la porte de l'infirmerie claqua. Nerveux, je sursautai. Ce n'était rien. Un plus jeune avait fait une chute dans la cour. L'infirmière partit le soigner, le professeur prit le relais. « Giorgio, que t'est-il vraiment arrivé ?»« Comme je vous ai dit, je me suis battu avec Gianni. »« Giorgio, je vous jure, monsieur !» Le professeur soupira. « Tu es certain que cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé cette nuit, à la boucherie où tu travailles ?»« La boucherie ? Quoi ? Non, Nous étions dans les champs. » Mon air surpris dut le convaincre, mais pas au point d'éviter une mise en garde. « Tu devrais faire attention à tes fréquentations. Ton futur sera meilleur si tu apprends un métier avec nous. Ne te laisse pas entraîner par la vermine. Giorgio, non si poggiamo le fondamenta sulla sabbia. » On ne bâtit rien de durable sur du sable. Je sautai d'un bond du lit d'examen. « Je me sens déjà mieux, merci monsieur. Réfléchis à ce que je t'ai dit, Giorgio. Ce ne sont pas des paroles en l'air. » Devant mon mutisme, il haussa les épaules et me tendit un t-shirt que j'enfilai sans me faire prier.
Cet après-midi-là, après les cours, je me rendis chez mon oncle, m'interrogeant sur l'attitude à tenir. Mon oncle m'accueillit avec soulagement. Je lui racontai en détail les événements de la nuit passée et ma discussion avec le professeur. Je lui posai la question qui me brûlait les lèvres au sujet de la boucherie. Il me tendit l'édition du soir de la gazette locale. Une cliente avait découvert les corps battus à mort de Don Gino et de ses 2 commis suspendus à des crochets en entrant dans la boutique. D'après l'article, un nouveau règlement de compte entre commerçants concurrents. Les mots mafia et ndrangheta ne figuraient jamais dans les colonnes de la presse locale. Alors que je m'estimais heureux de m'en être sorti à si bon compte et m'apprêtais à prendre congé, mon oncle sortit d'un tiroir de son secrétaire un étui en cuir qu'il me tendit avec révérence. « Giorgio, je te fais don de ce stylet qui a appartenu à mon aïeul. Tu as fait preuve de courage et de sang-froid hier. Tu es un vrai jeune d'honneur qui honore la dette de ta famille, les Giocanti, envers nous. » Comme je le regardais un instant sans comprendre, il sortit la dague de son étui pour l'admirer. D'un doigt sous le menton, il me releva le visage pour me regarder droit dans les yeux et d'une voix maintenant sévère. « N'oublie jamais, Giorgio. Tu nous dois tout. L'appartement, ton éducation, la vengeance de ton père. Souviens-t'en. » Il me tendit sa main pour que je la baise en signe de soumission. Étourdi, je quittai sa maison en portant la dague pour rentrer à l'appartement affronter maintenant la mama. Je ne m'attendais pas à son accueil. Elle devait tout ignorer du drame de la boucherie, assumer que j'avais dormi chez mes cousins et comme je m'étais changé chez eux, elle ne vit aucun signe qui l'inquiéta. Elle était joyeuse, comme je ne l'avais pas connue depuis longtemps, et comme je ne tenais pas à me fâcher avec elle ce jour-là, je m'assis comme elle m'invita à le faire. Avec des airs de conspiratrice, elle tira d'une enveloppe une lettre et, pliée à l'intérieur, 2 documents qui portaient sur leur feuillet de garde les couleurs du drapeau américain. « Alba nous a écrit ! Elle t'a inscrit pour la rentrée prochaine dans une école à Détroit où elle vit et nous offre ses billets d'avion pour les rejoindre, elle et Franco. N'est-ce pas merveilleux? Tu vas retrouver Franco !» La mama interpréta mon silence comme de la surprise à l'annonce d'une merveilleuse nouvelle. Tout à sa joie, elle s'approcha en 3 pas de danse. Il y avait une éternité que je ne l'avais pas vue danser, et vint me serrer dans ses bras. « Enfin, enfin, nous allons pouvoir être libres !» Elle agita sous mon nez ce que j'appris alors être des billets d'avion. Je la repoussai et me relevai. « C'est quoi ce piège ?» La mama recula. Comprenant, elle se fit suppliante. « C'est notre chance. Nous devons la saisir et partir. Tout quitter, ces monstres, ce pays de malheur. L'Amérique. C'est là que tu réussiras, Giorgio. Ils ont une vie magnifique. Nous ne serons pas tout seuls. Alba dit que Franco t'attend avec impatience. » Je la regardai quelques secondes en silence, puis me dirigeai vers la sortie. Alors que je saisissais la poignée de la porte, elle insista. Je l'écoutai dos tourné. « Giorgio, je t'en supplie. Ne pars pas, ne fuis pas comme à chaque fois que nous discutons de ton avenir. Ce pays ne peut rien t'apporter de bon. Il nous ronge de l'intérieur, il corrompt tout ce qui est bon et a de la valeur. Reviens, partons ensemble pour une nouvelle vie. Cette chance ne se représentera pas. » Je me retournai, et exhibant l'étui de la dague, condamnai son fol espoir. Mon oncle dit que je suis un jeune d'honneur et que je dois rester au pays, honorer notre dette. Quelle dette? Celle de notre famille. Je sortis sans un mot de plus. Retrouvez Giorgio dans les romans Le Calabrais et La Malédiction calabraise, la suite de la trilogie calabraise, disponible sur le site des éditions Spinel et sur mon site avigne.com.